deux tables rondes cet après-midi, notamment la prochaine qui parlera de l'innovation et de l'expérience patient. Jusqu'où sommes-nous prêts à accepter l'innovation dans nos vies, avec 4 intervenants qui seront là dans quelques minutes. Mais juste avant, eh bien, parmi les exposants que vous avez peut-être croisés tout à l'heure en prenant un verre, eh bien, nous allons appeler le premier d'entre eux, c'est Daniel Tinbazian, qui va nous présenter son application dite de bienveillance. Là aussi, on touche à l'innovation qui nous simplifie la vie et qui nous sécurise un peu aussi. Helplease, vous allez nous présenter votre application de bienveillance, donc. Oui, merci Eric. Oui, l'application s'appelle Helplease, L-P-L-I-Z, et je vous encourage à aller la télécharger. C'est l'application d'entraide et de bienveillance qui a trouvé son... Helplease, c'est l'histoire de... Je vous laisse découvrir la vidéo, allez-y. Une petite fille frappée très tôt par la maladie. Une maladie qui l'a privée de sa mobilité et de son autonomie. Elle se bat tous les jours pour reconquérir sa vie et surmonter son handicap. Aller à l'école, nager, faire du ski, du cheval. Mais certaines situations sont encore difficiles pour elle. D'autant plus que son handicap n'est pas visible à première vue. Helplease est l'application qui permet aux personnes dont le handicap n'est pas apparent de se signaler et de demander de l'aide lorsqu'une situation devient difficile. Helplease rassemble une communauté d'entraide, les Helpleasers, des personnes bienveillantes de tous âges. Ça peut être vous, ou bien vous. Helplease, il y a quelqu'un pour vous tendre la main. Voilà, merci. En fait, vous pouvez toujours continuer à soutenir le projet, mais c'était un film de teasing pour la campagne de Kiss Kiss Bank Bank en 2016. Voilà, c'est une communauté aujourd'hui qui rassemble 5000 personnes. Il y a 1200, 1300 interactions positives, c'est-à-dire qu'il y a eu de l'assistance et de la bienveillance dans la communauté. C'est quelque chose qui est gratuit, profitons-en. Et les fonctionnalités aujourd'hui de Helplease intègrent un module de communication, une planification de l'activité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne décrit pas la maladie. Pour une fois, on s'en fout un peu de la maladie. Ce qui compte, c'est le type d'aide qu'on peut apporter dans l'application, dans l'activité qu'on pratique au quotidien. Voilà, c'est ce qui était intéressant. Il n'y a pas de données médicales. Il n'y a pas de profil aidant-aidé. Un aidé peut très bien apporter une assistance à une personne aidante et réciproquement. Et puis la bienveillance n'est pas réservée qu'au monde est valide, comme on dit. Donc voilà, c'est une belle petite application. Pour anecdote, Léna, c'est ma fille qui a eu 2 cancers à son actif. Et voilà, elle est toujours présente et elle anime aussi cette communauté-là. Et si je suis là aussi, c'est grâce à Tessir, à Audrey et puis toute le CU Santé qui m'ont un peu supporté depuis la création. Et voilà, et puis je vous remercie à tous. Merci Daniel. Pour faire simple, parce qu'on en parlait tout à l'heure ensemble, c'est un peu le Waze de ceux qui en ont besoin. Quand on circule à côté de quelqu'un qui en a besoin, on le sait grâce à cette appli. C'est ça l'intérêt. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. En fait, les personnes sont géolocalisées. Bien sûr, on est RGPD ready, c'est-à-dire que les données sont... J'adore les sigles, moi aussi. Alors, traduction... C'est-à-dire que nos données sont... les personnes utilisatrices de l'application peuvent aller solliciter les données qui leur sont personnelles auprès de notre DPO,
qui est Oh, Sami Abid, qui est notre juriste d'affaires. Ouais. Merci beaucoup, en tout Merci cas. à vous. Et bravo, parce que c'est effectivement une belle appli, et j'espère qu'elle aura du retentissement. 5000 personnes qui l'utilisent au quotidien, un peu partout en France aujourd'hui. Et c'est parti de chez nous, en plus de Nice et des Alpes-Maritimes. Daniel Tinman, Société pour Helplease, merci à vous. François Badeau va nous rejoindre maintenant. Il est fondateur, lui, de B2Boat. C'est une solution pour personnes malvoyantes. Alors, je connais un certain Max au premier rang qui doit tout connaître de B2Boat, mais si ce n'est pas votre cas, comme le mien d'ailleurs, vous allez tout nous expliquer. Bonjour. Bonjour. Donc, oui, je suis François Badeau, donc fondateur de B2Boat. Donc, nous, on travaille pour améliorer le quotidien des personnes malvoyantes. Donc, j'ai une petite présentation, c'est pas un film comme mon prédécesseur. Donc, nous, on a choisi d'utiliser la technologie de vision artificielle, qui est une partie de l'intelligence artificielle, pour en faire quelque chose d'utile pour les personnes malvoyantes, et notamment améliorer leur autonomie. Donc notre raison d'être, c'est de les sécuriser et de les autonomiser dans leur vie quotidienne en leur apportant des briques qui vont les aider à comprendre ce qui les entoure. Ah oui, on voit mieux là. Donc vous comprenez bien qu'il y a beaucoup de problèmes dans la vie d'une personne malvoyante ou déficiente visuelle, que ce soit aveugle ou une déficience partielle. Notamment pouvoir lire n'importe quel texte partout dans la vie de tous les jours, à la maison mais aussi dehors. Ça passe par exemple un panneau de bus ou une promotion dans un magasin. Quand on ne peut pas la lire, impossible d'y aller. Et puis après pouvoir reconnaître des objets, des scènes, savoir où on est, chercher les objets courants, parce qu'on ne peut pas se souvenir tout le temps de où on a mis sa télécommande de télé, et se déplacer. Donc View Assist, c'est une solution à base de lunettes connectées et d'une application mobile qui permettent en fait de faire une audio-description en temps réel. Donc vous connaissez l'audio-description à la télé, mais là c'est quelque chose qui a été enregistré et puis après qui est rejoué. Nous, on le fait directement sur le téléphone de la personne. Et donc, ça passe par des algorithmes de détection, de reconnaissance, donc de compréhension des objets. Et puis, une restitution vocale, donc dans un écouteur, de la phrase et de l'environnement qu'on a compris. Donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser tout ce qui est bien dans l'intelligence artificielle pour en créer une solution qui va être utile à ces personnes. Donc, alors il faut savoir que c'est un marché qui est énorme en France, parce qu'il y a plus d'1,7 million de personnes malvoyantes et déficientes et aveugles. Donc c'est énorme. Ça touche beaucoup de personnes âgées parce qu'il y a des maladies liées à la vieillesse, notamment la DMLA, qui sont en progression. Donc c'est très important et dans le monde c'est encore plus important. Donc nous, l'idée c'est vraiment d'être les premiers à faire une audio-description en temps réel pour ces personnes. Alors aujourd'hui, on travaille sur 2 solutions. Une solution qui est spécialisée pour la lecture, donc qui va permettre de pouvoir lire n'importe quel texte ou aider à capturer une zone de texte cohérente. Parce que c'est la grosse difficulté, c'est pas juste de lire 3 lettres par-ci par-là, c'est aussi de lire un paragraphe complet qui a un vrai sens. Donc ça, c'est la première solution. Et la deuxième solution, donc, c'est la description globale de l'environnement de la personne et cette lecture améliorée. Donc voilà. Bon, là, ouais, ça on peut passer parce que. Donc on est une petite équipe qui est à Sophia Antipolis qui a été créée en 2018. Voilà, donc on est deux ingénieurs et on travaille avec les associations, notamment l'association Valentin Huy de Max, mais d'autres aussi à Nice, qui nous ont aidés à concevoir la solution. Et donc aujourd'hui, on a un premier prototype, on rentre en version de test et on cherche des utilisateurs malvoyants qui pourraient tester notre solution de lecture pour continuer à améliorer la solution avec eux avant de faire un premier lancement en milieu d'année, on va dire. Voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à me les poser maintenant ou à aller sur le stand à côté là. Voilà.
Merci beaucoup à vous pour cette présentation. Effectivement, tout comme d'autres personnes qui sont là aujourd'hui avec leurs associations ou leurs applications, eh bien, vous pourrez aller évidemment les retrouver et poser toutes vos questions utiles tout à l'heure. Merci à vous, François, et je pense que vous allez écouter surtout avec attention ce qui va se dérouler maintenant, puisqu'on va parler d'innovation et jusqu'où on est prêt à aller et qu'est-ce qu'on est prêt à accepter surtout de l'innovation. J'appelle pour cette table ronde, merci beaucoup à vous, Corinne Grenier, professeure de stratégie à l'université de Nice, professeure de stratégie et d'innovation à la Kedge Business School. Je vous assure que je n'ai bu que de l'eau. Alain Tonini, directeur du CCS, installez-vous ici, du CCS de Cagnes-sur-Mer. Et on va avoir une belle explication avec vous d'une application de bienveillance, là aussi, que vous mettez en place à Cagnes-sur-Mer. Gérald de Gaglio est avec nous, et ça c'est intéressant parce que nos deux prochains invités sont sociologues et philosophes. Vous êtes sociologue à l'université de Nice, Sophia Antipolis, installez-vous en face. Et puis Jean-Jacques Wunenberger, philosophe de l'espace éthique azuréen. On va discuter tous ensemble de ces problématiques, ou plutôt de ces solutions. On va voir si on n'est pas plutôt dans la solution, d'ailleurs, avec cette thématique, puisqu'on va commencer avec Corinne Grenier sur l'innovation et jusqu'où sommes-nous prêts à aller. Alors, quand on parle d'innovation, souvent on se dit c'est de la nouvelle technologie, c'est de l'appli, etc. Pas forcément. L'innovation, on l'a vu aussi ce matin, c'est aussi dans nos méthodes de travail, et c'est là que vous intervenez en tant que professeur de stratégie. La stratégie d'innovation, déjà, en matière de santé, est-ce qu'elle est bonne en France? Est-ce qu'on est innovant en matière de stratégie d'innovation en santé? Merci pour cette grande question. Oui, et on va l'affiner juste après, vous inquiétez pas. En 30 secondes. Bon, il faut toujours être optimiste, surtout un samedi après-midi quand il fait beau, donc je dirais oui. Et une fois que j'ai dit oui, c'est peut-être parce que les choses sont à regarder un petit peu autour ou un petit peu ailleurs. J'ai l'habitude de dire, peut-être un peu pour contrer certains propos habituels, etc. Oui, on innove beaucoup en santé, voilà. Mais par contre, une fois qu'on innove en santé, c'est peut-être pas là tout à fait. C'est peut-être ailleurs qu'il faut améliorer les choses encore et continuer à les améliorer. Alors, quand vous dites on innove, donc technologiquement, on est plutôt bien. Oui, alors technologiquement, on est plutôt bien, il n'y a pas de raison. Après, ici, globalement, après, on peut affiner sur tel et tel domaine, mais technologie, bien évidemment, on est bon, mais l'innovation, c'est pas que ça. Voilà. Une fois qu'on a implanté un outil quelque part, un objet quelque part, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, il faut savoir développer des usages. Mais quand on dit, c'est-à-dire l'utiliser, mais quand on utilise un outil un peu nouveau, si on fait simple, un dossier médical partagé, informatisé, on en a un peu parlé ce matin, ça ressemble quand même à un dossier papier, mais ce n'est pas tout à fait un dossier papier. Donc, ça veut dire qu'il faut changer un usage, un mode de travail. Et puis, ce dossier informatisé, il est un peu partagé entre plusieurs professionnels. Alors que le dossier papier, souvent, il n'y a que le médecin d'ailleurs qui comprend son écriture, donc il n'était pas trop partagé. Et il restait bien au chaud et utilisé dans un cabinet. Donc il faut apprendre aussi à partager l'information, c'est-à-dire à se coordonner, comme on a dit, à interagir avec d'autres professionnels, etc. Et en fait, c'est tout ça qui fait l'innovation. Ouais. Voilà. L'innovation n'est pas que l'objet, c'est, je dis souvent, on ouvre la boîte noire, et alors qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de la boîte noire? On trouve plein de vocabulaire que d'autres vont utiliser et qu'on ne comprend pas. On va retrouver aussi des représentations, des manières de considérer, par exemple, le patient. Le patient pour un chirurgien n'est pas le patient du médecin généraliste qui accompagne aussi le conjoint, mais qui accompagne la famille, etc. Et ce n'est pas tout à fait aussi la même personne que les services à domicile qui vont au domicile, voilà, pour accompagner la personne dans ses gestes quotidiens de la vie, comme on dit, qui, eux, voient la personne, mais aussi le domicile, l'environnement, etc. etc. Voilà. Donc là, on a posé le problème, voilà, secteur par secteur, chacun dans son domaine de compétences a en gros sa petite routine. On a son dossier papier, on y tient, etc. Comment innover justement et comment casser cette routine? C'est ça le nœud du problème, oui. Dans l'innovation des méthodes. Oui, oui.
Alors des méthodes, il y en a beaucoup, mais en fait elles reposent beaucoup sur quelques grands principes généraux. Et je pense qu'il y a il y a un principe moi que j'aime bien mettre en évidence et sur lequel je travaille, c'est créer ce qu'on peut appeler des espaces. Bon, alors, c'est un Living Lab, c'est un Fab Lab, c'est voilà, toutes ces choses un peu que l'on voit passer actuellement, mais c'est créer un espace qui, quelque part, protège ou éloigne des routines habituelles. Je veux dire, on n'innove pas dans son bureau de 2 à 4. Voilà. Dans son bureau de 2 à 4, on fait très bien son job, mais c'est un job de routine. La routine étant très bien, c'est 80% son activité. Du coup, vous voulez dire qu'on laisse d'autres penser à l'innovation? Non, c'est soi-même. Ouais. Soi-même. Moi, quand je veux faire mon travail en routine très bien, dans mon bureau de 2 à 4, c'est parfait. Par contre, si je veux travailler avec d'autres personnes que je connais moins bien, etc., et penser différemment pour innover, je dois aller ailleurs. Je dois être mis dans des conditions ailleurs, hors routine. Donc ça peut être ailleurs géographiquement, donc ce qu'on dit les tiers-lieux, voilà, pour prendre des choses à la mode, le Living Lab, peu importe, mais ailleurs, voilà, ou dans ce lieu, voilà, les entreprises viennent, les structures viennent, les organisations viennent ici dans un lieu, on voit bien que c'est pas tout à fait le bureau de 2 à 4, donc c'est bien. Donc déjà on est un peu ailleurs, donc on va penser différemment. Et puis l'espace, c'est une puissance méthodologique. Oui. Non. Je ne comprends pas. C'est une puissance méthodologique. Donc déjà, si j'utilise des méthodes de travail qu'on peut appeler de type intelligence collective, qui vont amener à se comprendre mutuellement et à se comprendre mutuellement, ça sera plus facile pour travailler ensemble. Alors, on va revenir sur l'innovation parce que vous me dites, au moment où on a préparé cette interview, pour être vraiment innovant, il faut absorber la connaissance de l'extérieur pour en faire usage. Et vous avez un exemple très précis pour ça. Vous me dites l'histoire du verre connecté pour lutter contre la déshydratation. Expliquez-nous ce que c'est que cette histoire du verre connecté. Oui. Alors c'est une histoire que j'ai trouvée sur Internet, mais qui est assez simple à utiliser quand je suis en cours là, avec les directeurs que je forme. Globalement, c'est une start-up française. Elle a fait un verre connecté, donc un verre pour boire de l'eau, dont on sait que la question de la déshydratation, alors notamment pour les personnes âgées, puisque c'est expérimenté en EHPAD, enfin maison de retraite, mais pas uniquement. Voilà, déshydratation, c'est important. Puis bien souvent, on ne pense pas à boire, ou on a la flemme de boire, etc. Donc, on met un verre à disposition de la personne à domicile ou en EHPAD, et puis la connexion fait qu'on peut contrôler à distance si elle a bu, à quel rythme, voilà. Donc, technologiquement, l'objet, il est simple, donc ça tombe bien, et puis utile. Voilà. Mais pareil, c'est pas l'objet qui fait l'innovation, c'est pas l'objet qui fait l'usage. Ça veut dire que si on met à disposition cet objet à un domicile, mais que la personne, par exemple, des structures de services à domicile, n'a pas été formée, n'a pas conscience, ne réalise pas combien la déshydratation est importante, le verre, il va vite rester au placard. Voilà. Donc en fait, il faut transformer ces représentations pour que le verre se transforme en des véritables usages. Voilà. Et ça, c'est le cœur de métier du centre d'usage. On me faisait des signes tout à l'heure, mais je me dis, mais bien sûr, évidemment, c'est l'usage. Mais je préfère que ce soit vous qui le dites que moi qui parle pour vous. Et c'est vrai que Taïsir aurait pu nous le dire. L'innovation, c'est l'innovation en usage, c'est les usages. Voilà. Et c'est un centre d'innovation et d'usage qui organise cette manifestation. Donc effectivement, c'est bon de le souligner. Alors, ça veut dire que pour qu'on utilise finalement ce verre connecté dans ce service qui n'a pas l'habitude d'avoir ce nouveau produit sous la main, il faut être convaincu de son utilité et aller auprès des patients et être proactif. Et là, vous me dites, pour induire ce changement de méthode, il faut un choc. C'est-à-dire, c'est quoi ce choc ? Oui, l'idée du choc. Alors sur le verre, c'est peut-être un peu... ça pas peut le bon faire un joli exemple, jeu de mots en même temps, mais l'idée, c'est que on a toujours tous des bonnes raisons de ne pas changer, de ne pas innover. Voilà. Et après tout, on parle beaucoup d'innovation, mais le faire très bien son travail au quotidien, c'est aussi important. Et voilà, on pourrait aussi faire des conférences là-dessus. Mais donc, on a toujours des bonnes raisons de ne pas innover. Et puis, quand on a des raisons de le faire, toute personne n'a pas la même compréhension d'un phénomène, je donnerai un exemple après, mais j'introduis, la même compréhension d'un phénomène ou les mêmes intérêts, les mêmes regards sur la question. Si on prend la question, mettons, du handicap, alors
qui est aussi un exemple qui marche bien, les personnes handicapées vieillissantes. Hein. Ça fait, alors là, s'il y a des spécialistes, ils me corrigeront, mais je dirais globalement, ça fait une vingtaine d'années que l'on voit dans les statistiques et que l'on sait médicalement, socialement, que les personnes ou certaines personnes handicapées vieillissent. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'on fasse grand-chose. Il y a des choses qui se font, mais on ne fait pas grand-chose malgré tout. Alors pourquoi ? Pour 2 raisons. Un, d'abord, parce que ça relève du champ du handicap, mais aussi du champ du vieillissement. Il faut les faire travailler ensemble. C'est la coordination de des frontières, ce n'est pas toujours évident. Et puis, il y a tellement aussi d'autres enjeux, je veux dire, dans le champ de la santé, que finalement, le handicap vieillissant pourra bien attendre encore 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Et donc, ceux qui sont porteurs les premiers initiateurs, les premiers innovateurs qui veulent porter quelque chose pour avoir des accompagnements vraiment spécialisés, des lieux de résidence vraiment spécialisés, mais ils doivent provoquer ce choc-là. Parce qu'effectivement, on a beau avoir des statistiques, si on ne veut pas regarder les statistiques et ne rien faire, on ne lira pas les statistiques. Donc un choc, c'est quelque part provoquer une urgence ou provoquer des intérêts. C'est parfois raconter de belles histoires. Mais il faut mettre en scène des statistiques qui sont neutres et qu'on pourrait ne pas regarder et ne pas comprendre. Pour induire le changement, vous avez l'exemple d'Uber, par exemple, par rapport au taxi. Ça va peut-être parler à tout le monde. Oui. L'innovation à la frontière, c'est que souvent, la frontière, c'est la frontière entre 2 champs. Bon, on le voit bien avec les 2 belles start-up qui nous ont été présentées. Il y a une connaissance du champ de la santé et puis il y a de l'IA ou de choses comme ça. Donc, c'est 2 champs qui vont travailler ensemble, mais c'est jamais évident à connecter. Là où c'est intéressant sur l'innovation, alors juste une petite histoire avant de répondre sur Uber. En formation, je dis toujours, écoutez, prenez votre agenda, votre agenda papier ou électronique maintenant, puis regardez depuis 3 mois le nombre d'heures que vous avez passées hors de votre bureau dans des réunions qui ne sont pas strictement liées à votre secteur. Voilà. Comme tout un chacun, comme moi aussi peut-être, je ne sais pas, on en parle pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on est peu attentif à ce qui se passe ailleurs. Or, l'innovation... On reste dans sa bulle. Voilà, on reste dans sa bulle. Et l'innovation, elle vient d'ailleurs, bien souvent. L'innovation qui est un peu transformatrice. Voilà. Et donc l'exemple, effectivement, c'est Uber. Alors, je parle ici d'Uber, évidemment, en termes de services qu'on peut utiliser. Voilà, je commande un taxi, entre guillemets, une voiture assez facilement, et le paiement se fait électroniquement. Je ne parle pas de l'aspect social et salarial. Mais Uber, c'est une application qu'on utilise, qui est assez simple à utiliser, qui est assez simple. Ça repose sur 2 choses. Une logistique de voitures de type taxi, ça fait... Des centaines, plus de 100 ans que ça existe, et puis une application qui gère des flux de données et des demandes et des réponses, c'est aussi assez facile. Mais c'est la connexion des 2 qui fait l'originalité et l'innovation. Or, si on ne s'ouvre pas à l'extérieur, qu'est-ce qu'a inventé Uber ? C'est pas un chauffeur de taxi, alors qu'a priori, il était au cœur du métier. C'est-à-dire que dans les innovations, et là où il faut faire attention, on n'est plus sur des réflexions, soit avec qui je vais travailler ou alors de type stratégique, c'est que souvent on a tendance à se dire « Oh là là, mon concurrent, mon partenaire, il est à côté, il est un peu en face de moi, c'est celui avec qui j'ai l'habitude de travailler » et on ne voit pas celui qui vient de beaucoup plus loin et effectivement qui peut très rapidement changer ou transformer considérablement un secteur d'activité. D'où cette attitude, je crois, une attitude innovante, je vais peut-être terminer là, mais une attitude innovante. On terminera là parce que c'est très parlant sur le fait que l'innovation vient d'aller à l'extérieur et qu'il faut être aware, comme dit une un certain attitude comédien. innovante, c'est un peu peut-être comme ces réunions aujourd'hui, voilà, ces discussions aujourd'hui, c'est qu'il faut, alors c'est compliqué à faire admettre par les structures, mais il faut accepter que leurs salariés, ils perdent entre guillemets du temps à aller ailleurs, à des colloques, à des conférences, au musée, pas du temps perdu, bien au contraire. Et l'entreprise qui innove, c'est l'entreprise qui accepte qu'il y ait un peu un surplus de temps dont on ne sait pas quoi en faire, mais quelque part, il va peut-être 5 ans après, on se rendra compte qu'il a été bien utilisé. Mais parce qu'on a pu sortir quelque chose de nouveau. Parfait, merci beaucoup. Et juste avant de vous applaudir, il y a une phrase aussi que vous m'avez dite et que j'ai retenue, c'est en matière d'innovation, l'expérimentation, oui, mais surtout la diffusion. La diffusion. Donc une fois qu'on a acquis l'innovation, qu'on l'a intégrée,
on n'hésite pas à la diffuser à ses petits collègues. Oui, je milite beaucoup. Alors j'avais travaillé sur un guide pour l'ARS là-dessus, mais on était plutôt sur les interventions en promotion de la santé, on va dire, faire simple. Je dis souvent une expérimentation. Quand on commence par une expérimentation, bon, il faut arriver à la faire démarrer, mais quand l'expérimentation se déroule, c'est presque un temps un peu béni. D'abord, il y a une équipe qui est mobilisée, elle a répondu à un appel d'offres, souvent il y a des fonds, il y a une équipe de recherche qui est là pour structurer, c'est un peu un temps béni. Mais ça dure 2-3 ans. Et après 2-3 ans, comment on fait pour sauvegarder la suite et pour continuer? Et comment on fait pour diffuser? Parce que ce qui a marché dans un lieu, ça peut marcher dans un autre lieu à 80%, mais pas tout à fait. Et donc, adopter, c'est adapter. Ouais, voilà, c'est la fameuse phrase. C'est-à-dire qu'on ne duplique pas comme ça mécaniquement. Hein, voilà. Une CPTS, on parlait des CPTS ce matin, donc maintenant, ce sigle ne vous est plus inconnu, ou une PTA. Une CPTS, elle est pertinente, voilà, on va dire ici à Nice, mais si on veut la dupliquer ou la répliquer sur un autre territoire, ben, ce ne sera pas tout à fait la même. Parce que l'historique du territoire n'est pas le même, les acteurs à mobiliser n'est pas le même, les problématiques de santé de territoire, parce qu'il y a ce fameux projet de santé, les problématiques de santé ne seront pas les mêmes. Et donc, voilà, c'est un peu la même chose, mais pas tout à fait. Et donc, il y a un accompagnement à la diffusion de l'innovation qu'on oublie beaucoup. Alors, il y a un accompagnement où on met des bases de données, voilà, on accède à des bases de données pour comprendre comment l'histoire s'est faite, mais aussi, il faut accepter qu'on accompagne aussi l'atterrissage dans plusieurs lieux de l'innovation, de la nouveauté, on va dire. Merci beaucoup Corinne, et le Centre d'innovation et d'usage aide bien aussi à ça. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ce sujet? Non, c'est compris. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, parmi les personnels de santé, vous vous reconnaissez là-dedans? Des fois, on se dit, tiens, on est bien dans notre routine, on n'a pas trop envie d'en sortir. Je pense que ça va faire son chemin aussi, mais l'innovation, c'est aussi dans la méthode. Merci beaucoup, Corinne Grenier, professeure de stratégie. Alain Tonini, on va vous passer le micro. Vous êtes le directeur du CCS de Cagnes-sur-Mer, vous venez en voisin. Le Centre communal d'action sociale donc, de Cagnes-sur-Mer, pour traduire le sigle, que vous dirigez. Vous innovez, vous, en ce moment, notamment, et vous avez dit, je vais prendre un exemple précis, avec un projet qui a pour nom Nodeus. C'est, je le disais tout à l'heure, une application de bienveillance. Je vois son créateur qui est ici au premier rang. Et c'est une start-up que vous avez utilisé dans un établissement de santé à Cagnes-sur-Mer. Expliquez-nous ce qu'est cette innovation, tout d'abord. Alors, avant de parler plus particulièrement de l'innovation et de la rencontre, pour le situer un peu dans le contexte du CCS, le CCS, c'est le contraire de ce qu'on vient de décrire. C'est un établissement qui, par essence, est dans le réseau, puisque c'est un établissement satellite de la mairie. On le connaît beaucoup pour le cadeau de Noël, le repas des anciens, le colis des anciens. Mais c'est un établissement qui est très dynamique de par sa composition, puisque la moitié des membres de son conseil d'administration viennent de la société civile et il y a une réelle ouverture. Donc ça veut dire que on prend ce qui vient de l'extérieur chez vous. Vraiment, moi je passe beaucoup de mon temps sur des missions qui ne sont pas les miennes à proprement parler, mais aller à la rencontre d'autres acteurs, d'autres intervenants du département. J'étais en contact il n'y a pas très longtemps avec M. Gaglion, on se rencontre là alors qu'on a un projet en commun à venir. J'étais la semaine dernière en préparation du conseil local de santé mentale. On participe au projet territorial de santé mentale. Donc on a par essence une culture à l'ouverture et on a un soin particulier à nos usagers. Donc parmi les services que l'on gère, on a un établissement pour personnes âgées, c'est un EHPAD, donc pour personnes âgées autonomes, qui est constitué d'appartements. Il y en a 24 dans un établissement qui est situé en cœur de ville où les personnes sont libres d'entrer et de sortir ou de profiter des services communs qui sont installés dans l'établissement, la restauration ou les diverses salles d'activité. Donc c'est un établissement qui était un peu vétuste et sur lequel on avait un projet de réhabilitation, mais surtout du bâti et du cadre de vie, avec une petite interrogation, parce qu'il y avait des choses un peu anciennes, des systèmes d'appel malade, ce sont des boutons qui lancent une alerte, sauf que quand on est allongé par terre, le bouton est un peu loin. C'est ça. Et qu'on a du mal à l'atteindre. Et
En même temps, c'est pas très adapté parce que c'est un bâtiment qui est fait pour des personnes autonomes qui peuvent bouger. Donc, on avait cette interrogation-là et le projet de proposer également une salle informatique pour permettre un accès avec des partenaires comme la Caisse primaire d'assurance maladie qui nous accompagne aussi sur certains projets, de mettre en place un accès aux services numériques. Et c'est dans ce contexte, ou plutôt dans le cadre de notre mission d'analyse, puisqu'on doit réaliser régulièrement, et ça aussi c'est une ouverture, on consulte tout ce qui se fait sur la commune et on dresse un portrait sociodémographique de la commune et à partir duquel on construit des actions. Et à cette époque-là, c'est la résidence autonomie qui faisait l'objet de nos attentions. Et il fallait sécuriser en quelque part les résidents de cette c'est une résidence autonomie. Donc là, vous avez décidé, et ça rejoint notre thématique, dans la thématique, tout à l'heure, je l'annonçais, jusqu'où peut-on aller, jusqu'où est-on prêt à aller pour les nouvelles technologies? Qu'est-ce qu'on peut accepter? Eh bien, vous avez accepté de mettre des capteurs pour suivre un peu l'activité des résidents. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors, ce sont des capteurs qui sont... Alors, d'abord, ça a été un peu difficile à convaincre les gens. Sur 24 résidents, il y en a 5 qui ont accepté. Et ce sont des capteurs qui sont des... un petit peu comme des alarmes incendie encore plus petits il y en a un dans chaque pièce, il y en a un dans le réfrigérateur, il y en a un extra plat qui est sous le matelas et qui permettent de déterminer une routine, une habitude de vie. Et c'est grâce à ce système un peu prédictif qu'on peut après identifier les changements qui interviennent dans la routine, dans le comportement, et qui permettent d'envoyer un signal en disant tiens, ça fait plusieurs nuits qu'il y a des levées multiples dans la nuit, ou tiens, ça fait... le réfrigérateur n'a pas été ouvert pendant plus de 12 heures, c'est peut-être un problème. Et donc tout ça va être envoyé sur une application, c'est ça? Oui. Et on va pouvoir suivre la personne. Et quand on dit jusqu'où accepterions-nous d'aller, là, c'est pas intrusif. C'est ça qui vous a séduit dans ce système? Là où était l'intérêt, c'était vraiment que c'est pas du tout intrusif. Une fois que c'est posé, on les oublie totalement. Il y a juste de temps en temps, quand on se sent un petit peu seul, on a la notion qu'il y a quelqu'un au bout, quelque part, avec lequel on est relié. Et ensuite, on oublie complètement le dispositif. Ce n'est pas du tout intrusif. Ça permet vraiment de vivre normalement. Le dispositif s'arrête quand on sort de la maison avec un petit système sur le porte-clés qui neutralise le système. On sait que s'il n'y a pas de signal, c'est normal. La personne est à l'extérieur. La personne est à l'extérieur. Donc l'usager continue sa vie librement. Et l'usager, justement, comment il le vit, ce système? Parce qu'on dit que ce n'est pas intrusif, mais quand même on peut savoir à peu près ce qu'on fait dans l'appartement, même s'il n'y a pas d'image, etc. Ils sont plutôt pour les usagers? Ils sont plutôt pour, d'autant qu'ils participent à une expérimentation. Ils ont découvert des mots nouveaux comme start-up, ils ont découvert pilote d'une expérience, ils ont eu des ingénieurs à la maison. Qui sont venus régulièrement chez eux. Il y a le côté lien social qui était mis en avant. Il y a Régine qui est parmi nous, qui teste ce dispositif. Et les contraintes, là, aujourd'hui, on n'en a pas encore décelé. Aucune modification dans le mode de vie. C'est plutôt rassurant, Régine. C'est plutôt rassurant de se dire qu'il y a toujours... Voilà, donc c'est un système... Voilà, on va vous donner un micro, puisque cette application est reliée à des gens qui sont dans votre entourage. Hein. Ce ne sont pas des étrangers en plus qui sont là. Non, c'est derrière l'appli. Allez-y. Ouais. Ça va prendre. Oui, il n'y a rien à faire en définitive. Je l'oublie complètement en définitive. Je vis normalement et il ne se passe rien. Voilà. Enfin, j'ai la chance que pour l'instant, il ne se passe rien. Voilà, mais en tout cas... Si jamais il se passe quelque chose... Vous avez votre filet de sécurité qui est votre petit-fils qui va être au courant très rapidement. Voilà, rapidement, il pourra intervenir, et même dans la maison, en fait.
Vous étiez un peu suspicieuse au début quand on a dit on va installer ces capteurs? Pas vraiment suspicieuse, mais on n'imagine pas bien ce que ça va être. On l'imagine par la suite, quoi, quand on voit la réalité des choses. Voilà. Et au quotidien, on s'aperçoit de rien. De rien. Aucun bruit, je dirais. D'ailleurs, il n'y a pas d'image. Ils ne nous surveillent pas. Il n'y a pas l'œil. C'est ça, c'est pas... Non, c'est formidable. Formidable. Les craintes étaient là, un peu sur le côté surveillance. Bah oui. Le fait qu'il n'y ait pas de caméra, ça facilite... Oui, bien sûr. Ça rassure, en définitive. Quand on est vieux, on a besoin d'être rassuré. Et James Nicolaï, qui est à côté de vous, c'est le créateur c'est lui, oui. de cette application Nodeus. James, d'où vous est venue l'idée, vous, de cette application? Bonjour, ravi de vous revoir. En fait, c'est ma voisine. Encore une fois, j'aime bien raconter cette histoire, mais elle est vraie. Hein. Il y a 4 ans... Vous l'avez raconté sur un plateau de télé, cette histoire, et je ne savais pas que c'était vous, Régine. Non, c'est ma voisine... je croyais que c'était votre voisine du coup de siège. Non, j'habite au Haut-de-Cagne, un petit village médiéval super, où on est tous solidaires, les voisins font attention aux autres. On va en ville, on demande si la voisine a besoin de pain ou qu'on la descende. Sauf qu'il y a 4 ans, Jeannette, je l'invite à boire l'apéro le 1er mai, et elle me dit « James, tu sais pas ce qui m'est arrivé? Le mois dernier, je suis tombé. J'ai pris les pieds dans le tapis. Je me suis pris les pieds dans le tapis. Je suis resté 18 heures toute la nuit, le lendemain, jusqu'à ce que les pompiers viennent l'aider. Or, j'habite à 50 mètres de chez elle. Et là, je me suis dit, attendez, il y a un problème. Je travaille dans l'électronique depuis 15 ans. On est à l'ère de l'Internet, des applis. N'y a-t-il rien de facile à installer, qui existe, de léger, de non intrusif, qui puisse me renvoyer une petite info quand il y a un pépin. Et donc, on s'est lancé comme ça dans le projet. C'est vraiment parti d'un constat, la voisine qui... Bravo. Et depuis, ça fonctionne bien. Le CCAS va peut-être faire d'autres opérations ailleurs. Vous avez d'autres projets dans ce type-là? Déjà, on va voir si on peut le développer, le proposer à l'ensemble de nos résidents. Et puis, ça fait partie d'un de nos axes de travail qu'on va essayer de faire en lien avec l'université, d'ailleurs, et le concours d'un stagiaire, pour examiner d'autres pistes, d'autres actions de même nature. Merci beaucoup. Et comme vous vous connaissez avec le sociologue, je comprends pourquoi, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui pose question. On parle de ces nouvelles technologies qui sont parfois peut-être intrusives. Gérald Gaglio, vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Nice, Sophia Antipolis. Quand vous entendez cette expérience, que peut-on entendre par innovation et par expérience patient en l'espèce ici? Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Effectivement, on se connaît depuis quelques minutes en vrai, mais numériquement depuis un peu plus. Ouais, c'est souvent comme ça. Hein. Voilà. Il y a plein de gens qui se rencontrent aujourd'hui en vrai pour la première fois, mais qui se connaissent. Alors, moi, la notion d'expérience patient, j'ai un petit peu recherché et puis exploré pour essayer de comprendre en fait ce qu'elle recelait. De mon point de vue, elle a plusieurs dimensions et je pense que ça serait intéressant de déplier ces dimensions pour justement arriver à voir ensemble, non pas forcément jusqu'où peut aller notre acceptabilité, notre acceptation de l'innovation, mais sur quoi on peut faire porter l'innovation. Les deux questions me semblent liées. L'expérience patient, c'est tout d'abord quelque chose qui se distingue du cours de la maladie, de l'évolution de la maladie, de la maladie finalement comme un phénomène uniquement médical, pathologique, etc. Donc qui renvoie finalement à l'expérience vécue, charnelle, individuelle et collective de la maladie. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième volet, de mon point de vue, de l'expérience patient, c'est une dimension cognitive, c'est une dimension d'apprentissage. Lorsqu'on traverse ce type d'épreuve, que l'on parle de maladie chronique ou non, eh bien, on apprend beaucoup de choses. On s'invente et on conquiert une expertise. On produit et on est capable ensuite d'inculquer à d'autres
des connaissances. Alors, ces connaissances, elles peuvent circuler par le biais de forums de discussion, sur des groupes Facebook, etc. Donc ça serait la première manière, si vous voulez, de lier innovation et expérience patient. Les patients ne sont pas forcément uniquement des réceptacles d'innovation qui viennent d'ailleurs. C'est-à-dire cette production cognitive, cette production de connaissances qu'ils apprennent de leur maladie, elle peut aussi être une source d'innovation. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit avec les groupes de patients experts, par exemple. Exactement, où tous les processus organisés, plus ou moins organisés, de co-construction finalement avec des patients ou avec leur entourage, etc. Donc ça, c'est la première connexion qu'on peut établir peut-être entre l'expérience patient et l'innovation. Le fait que pas forcément voir l'innovation comme quelque chose qui vient d'ailleurs pour les patients, mais aussi quelque chose qui peut venir d'eux par le biais de transmission de connaissances qu'eux-mêmes fabriquent en quelque sorte dans l'histoire de vie qu'ils rencontrent, quoi. Voilà, là on est en plein dans l'innovation et l'usage. Alors en parlant d'innovation, vous dites, vous, attention à ne pas oublier les usages existants, qui sont aussi un point de départ pour envisager l'avenir. Tout à fait, hein, donc pour faire la passerelle avec ce que disait Corinne Grenier, en sociologie de l'innovation, on distingue bien évidemment la découverte, l'invention de l'innovation. Et le critère le plus simple qu'on ait trouvé et qui est extrêmement efficace et qui permet finalement de distinguer le bon grain de l'ivraie, si je puis dire, et de distinguer ce qui est nouveauté de ce qui est innovation, c'est la question toute simple, y a-t-il des usages ? Donc, on peut voir les choses de deux façons. La première, c'est la manière dont vous avez posé les choses, c'est-à-dire il y a routine et donc il faut en sortir. Il faut inventer de nouvelles choses. Voilà, ça c'est une belle histoire pour rentrer dans une nouvelle routine. C'est la première manière d'entrer dans l'innovation. Mais la deuxième, c'est précisément de partir des usages existants. C'est-à-dire de partir par le biais de méthodologies d'observation, par exemple, de ce que les gens font dans leur domicile, par exemple, ou dans d'autres lieux. Et à partir de cette connaissance qu'on va forger par le biais d'observation, on va détecter des brèches. On va trouver des possibilités, finalement, d'élargir, de prolonger ce qu'ils font avec de la technologie. La technologie, par exemple, elle est au service des usages. Elle n'a pas forcément vocation à faire inventer de nouveaux usages. Donc ça, c'est vraiment, effectivement, un message important à délivrer, me semble-t-il. Je reviens sur l'acceptabilité. Vous dites qu'il faut manier le vocable avec prudence. Qu'est-ce que vous entendez, vous, dans acceptabilité de la technologie ? Jusqu'où peut-on accepter ? C'est pas un terme dont je suis fan, pour tout vous dire. Il y a des termes comme ça que les sociologues n'aiment pas trop, comme besoin, acceptabilité. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, quand on demande aux gens ce qu'ils veulent, ils ne savent pas répondre. Ou bien il y a des choses qui arrivent à eux auxquelles ils n'avaient pas forcément pensé et auxquelles ils trouvent une utilité. Donc moi, je préfère à l'acceptabilité le fait de partir, comme je disais, des usages existants, plutôt que demander aux gens est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que c'est acceptable éthiquement. Non, l'éthique, mon voisin va l'aborder peut-être après, mais notre invité philosophe. L'éthique aussi, elle participe du quotidien, elle participe en fait de sa vie ordinaire et de quelque chose de très local et de très pragmatique. Donc il y a un risque, selon moi, à limiter le questionnement par rapport aux technologies, notamment, à l'acceptabilité. On fait une petite pause parce que vous êtes un patient innovant, oui, innovant, mais super patient. Oui, ça c'est vrai. Il faut l'être parce qu'il a quelques toiles d'araignée. Le monsieur, ça doit faire un moment. Tiens, allez, je rebondis sur le dessin pour parler de l'observance. Ça aussi, ça doit prendre beaucoup de temps. Alors l'observance, je rappelle que c'est. Alors j'ai pris la définition du Larousse, l'adéquation entre le comportement du patient et le traitement proposé. Et je voudrais qu'on parle d'observance thérapeutique d'un côté et d'observance numérique. Qu'est-ce que en pense le sociologue que vous êtes ? Alors, d'abord, il faut faire un petit pas en arrière et dire d'abord que l'innovation en santé, elle est plurielle. Hein. Bon, ça a été dit aussi. Elle est organisationnelle, elle peut être organisationnelle, elle peut être thérapeutique, elle peut être aussi numérique. Il y a toute une floraison aujourd'hui
d'applications, notamment sur ce qui concerne le suivi des maladies chroniques. Et une des visées en fait, que pourrait en attendre le monde médical, c'est justement que ces applications permettent d'améliorer l'observance thérapeutique par le biais de processus ludiques, par des quiz, par la production de données, par voilà, un certain nombre de démarches. Mais ce qu'on observe, et c'est ce que dit aussi un petit peu la recherche naissante sur ce sujet, c'est qu'il y aurait un risque finalement à dédoubler l'observance thérapeutique par une observance numérique. Qu'est-ce que ça veut dire l'observance numérique? Ça veut dire finalement d'assigner en quelque sorte les personnes à utiliser en permanence une application, d'être contraint en permanence de renseigner des choses, des notifications qui arrivent en permanence, etc. Et là, ce qui serait un petit peu tragique, c'est que cet objectif tout à fait louable d'améliorer l'observance thérapeutique pourrait se retourner en quelque sorte contre le milieu médical. Donc ça c'est le premier point, mais le point plus général, je pense, par rapport à cette innovation technologique, puisqu'on parle un petit peu d'application, c'est moi ce que j'appelle l'assignation à être un malade et l'assignation à être un patient. C'est-à-dire que l'identité sociale des personnes ne se résume pas au fait d'être malade, au fait d'être patient, au fait d'être âgé. D'abord un être humain. Voilà, notre identité sociale, elle est plurielle. On est mari, on est père, grand-père, etc. Et donc, d'avoir des technologies qui nous assignent finalement à une seule de ces composantes de notre identité. Qu'est-ce que c'est perturbant? Bah oui, c'est un travers. C'est-à-dire que là, pour le coup, ça n'est pas un frein à une acceptabilité, mais à ce que Corinne évoquait, une appropriation. Une appropriation. C'est-à-dire qu'on va être amené à rejeter finalement une technologie via, par rapport aux représentations qu'elle renvoie. Très bien. Une question. Oui, peut-être que vous voulez rebondir là-dessus, Corinne? Oui, parce qu'effectivement, on avait discuté aussi d'appropriation, puisque j'avais eu droit à la même question, acceptabilité. J'ai dit, j'ai un peu de mal aussi. Enfin, voilà. C'était plutôt en termes d'appropriation. C'est-à-dire que un objet innovant, innovation est supposé un petit peu changer notre comportement, évidemment, mais en même temps, l'objet, il est plastique. Et l'iPhone, personne n'utilise de la même manière l'iPhone, parce qu'on a tous sa propre vie, voilà. Et pourtant, c'est le même objet. Donc, tout ce jeu c'est plutôt d'accepter de s'approprier un objet où à la fois l'objet va un petit peu transformer notre comportement de manière désirable ou déviant, parce que peut-être qu'avec les capteurs, on va plus passer là où sont les capteurs. Enfin bon, c'est une caricature, mais voilà. Mais en même temps, on va aussi étudier, et c'est l'objet des expérimentations très concrètes, agile, design, enfin toutes ces choses-là. On va voir comment l'individu transforme aussi l'objet. Il s'approprie l'objet, il le transforme et l'objet est plastique, ce qui fait que le capteur sera jamais tout à fait le même d'une chambre à l'autre, l'objet sera jamais tout à fait le même. Et c'est ça effectivement qu'il faut observer finement. Et quand je parlais de ces espaces et les Living Lab et autres, ou de pouvoir faire des expérimentations in situ, enfin, je veux dire, dans la vie réelle des individus, à leur domicile, en chambre, au pied du lit de l'hôpital ou autre, c'est que du coup, on peut vraiment voir la vie et comment les deux vont un petit peu s'auto-définir, s'auto-façonner, etc. Ce sera d'autant plus acceptable que ça aura été co-construit, comme on le dit. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre éclairage de sociologue, Gérald Gaglio. On peut vous applaudir, parce qu'il faut aussi penser toujours que c'est l'être humain qui est l'utilisateur final et pas à penser dans le sens inverse qu'on fait trop souvent. Jean-Jacques Wunenberger, vous êtes philosophe. Vous travaillez auprès de l'espace éthique azuréen. Bonjour. D'abord, on va rappeler ce que c'est que cet espace éthique azuréen, parce qu'il a un grand rapport aussi avec le patient et la santé, cet espace. Oui, bonjour. Les espaces éthiques ont été créés par les ministères de la Santé il y a bien longtemps. Ils ont été institués dans toutes les régions, annexés généralement au CHU, et ils ont en charge effectivement d'une réflexion qui va au-delà de l'efficacité des soins, mais qui pose un certain nombre de questions psychologiques et morales concernant la manière, effectivement,
déploie l'ensemble du système de santé. Voilà. Et j'imagine que vous débattez régulièrement dans ce centre de ces nouvelles technologies qui nous envahissent, alors des fois pour notre bien, mais d'après ce que j'ai lu dans votre livre qui s'appelle « Soigner les limites des technosciences de la santé », vous avez quand même un regard assez éthique et parfois critique sur les nouvelles technologies. Vous trouvez en gros que ça déshumanise ces systèmes qui sont parfois un peu intrusifs à votre goût. Expliquez-nous, par exemple, quel regard vous portez sur une application qu'on appelle de bienveillance, comme celle de James Nicolai dont on parlait tout à l'heure, et qui est censée nous aider. Mais là, vous allez très vite, hein, parce qu'il faudrait quand même revenir un petit peu à la complexité des situations. Parce que quand vous posez la question, que sommes-nous prêts à accepter aujourd'hui, j'allais dire tout ce qui marche. Parce que nos sociétés, effectivement, sont ingénieuses, elles sont prêtes à améliorer, innover, et à partir du moment où il y a une efficacité au bout, avec une marge de sécurité, je crois que nous sommes, via en plus la médiation de la publicité, nous sommes prêts à accepter. Or, parce que le marketing fait qu'on nous dit c'est bien pour vous, allez-y les yeux fermés. En gros, c'est ça. Quand vous dites la publicité nous aide aussi à accepter les nouvelles technologies, oui, c'est parce que ça nous rassure. Je veux dire, il y a un marché, il y a une demande et une offre, et ça soit dans tous les domaines, la mobilité, l'éducation, la santé, hein, aujourd'hui. Alors la question c'est, même si nous sommes tentés et séduits par l'efficacité à venir, est-ce que c'est bien? C'est ça le mot éthique, est-ce que c'est bien? Alors bien, c'est un terme ambigu en français, hein, t'as bien fait, ça réussit. Mais bien, est-ce que c'est bien ou mal? Voilà. Est-ce que c'est bien ou mal? Alors, lorsqu'on a cette question, on peut l'évaluer à court terme. Bon, dans l'immédiat, ça m'apporte effectivement un bienfait. Hein, alors, bienveillant, bienfait, il y a énormément de termes qui commencent par bien. Mais il faut avoir un jugement plus global et réfléchir à quelles conditions j'obtiens ce bienfait. Qu'est-ce qui est en jeu? Quelles sont les conséquences lointaines de tout cela? Alors, lorsqu'on voit ici la pluralité des offres, il est très difficile de porter un jugement global, surtout avec une grande diversité. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre une prothèse qui permet de voir à celui qui ne voit pas, et qui est simplement une amélioration technologique grâce à l'électricité, grâce au big data, etc., d'une technique ancienne, hein, des prothèses, c'est-à-dire un organe artificiel, avec la gestion des big data, justement, hein, par la sécurité sociale, qui livre tout cela sur Google et qui va alimenter un immense système d'algorithmes qui vont ensuite être redéployés par énormément d'industries et qui vont normaliser notre santé. Parce que c'est ça qui est en jeu aujourd'hui, je crois. Il y a deux choses qui sont en jeu du point de vue moral. C'est la liberté et la vérité. Alors la vérité d'abord, apparemment on est dans le domaine de la science, mais si vous regardez bien la manière dont on produit justement des normes à l'aide des big data aujourd'hui, on fait un calcul. Et donc, il va s'imposer, par exemple, une norme concernant tel ou tel fonctionnement d'organes, tel ou tel taux de tel ou tel produit, etc. Et tout ça va finalement être validé, hein, mécaniquement par des ordinateurs qui vont ensuite l'imposer à vos montres connectées, à vos différents capteurs, etc. Et donc, du coup, vous êtes complètement normalisé, sans le savoir, à partir de traitements de données qui, aujourd'hui, occupent un espace incroyable. On n'a pas idée de ce que représente le stockage de tout ce qu'on produit en ce moment, et qui produit d'ailleurs des tas d'effets collatéraux étranges, parce que vous savez que la gestion des données aujourd'hui consomme énormément d'électricité, est énormément énergivore et va absolument à contresens de la transition écologique. D'autre part, c'est la liberté quand même, parce que lorsqu'on cherche la sécurité, on ne peut pas en même temps avoir la liberté. Et aujourd'hui, la plupart des technologies en santé sécurisent. Elles peuvent améliorer les soins, mais surtout elles sécurisent. Et les exemples sont très bienvenus et je trouve que c'est impressionnant. Mais à quel prix? Au prix justement d'une disparition complète de la liberté. Et je crois qu'il y a quand même dans cette précipitation que nous avons
à essayer de faire entrer dans le quotidien ces technologies, nous avons une certaine inconscience. Hein. Vous dites que les nouvelles technologies nous emprisonnent réellement, mais en même temps... C'est une prison sans mur. Hein, c'est une prison sans mur. De toute façon, il faut quand même... Vous dites qu'il faut tout accepter, parce qu'au final, ça nous permet aussi de régler pas mal de problèmes de notre quotidien et des problèmes de santé aussi aujourd'hui. Donc comment choisir, comment rester éthique? Par exemple, dans le domaine de la santé, est-ce qu'on peut être éthique et numérique aujourd'hui pour vous? Mais c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Je signale que notre espace éthique à Marseille, lundi, a une journée de rencontre avec notamment Jean-François Delfrécy, qui est le président du comité consultatif national d'éthique, et ça porte sur le médecin, son rôle, son avenir dans une société du numérique. Hein. Donc c'est exactement cette question. Et une des questions, c'est la médecine de demain sera-t-elle compatible avec l'éthique et la clinique? Voilà, ça c'est le sujet de lundi. Et quelle place restera-t-il pour l'humain? Voilà, lundi 2 décembre. Donc vous nous faites un teasing, vous voulez pas nous donner vos pistes de réflexion à vous, quelles sont-elles là-dessus? Est-ce qu'on est vraiment complètement déshumanisé? Est-ce qu'on peut reprendre la main si tant est qu'on soit déshumanisé par cette technologie? Non, mais le problème, c'est les usages, effectivement, qui sont de proximité. Quand vous mettez des capteurs dans une institution, vous négociez avec les différents acteurs, etc. On est dans un terrain de proximité humaine, de relations directes. Oui, on parlait de liberté, ils sont libres d'accepter ou pas vos patients. Oui, non, mais encore heureux, mais ça ne va pas durer longtemps. Pour l'instant, parce que bientôt, ce sera obligatoire. Voilà. Mais deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut pour utiliser ces techniques? Il faut mettre en place un gigantesque système de traitement de données à distance. Et donc là, vous n'êtes plus du tout maître de la situation. Hein, parce que les systèmes technologiques aujourd'hui sont extrêmement impressionnants. Savez-vous que chaque fois que vous ouvrez Google, êtes-vous allé voir le règlement de Google qui est à la fin? Personne ne va voir. Il y a une vingtaine de pages à lire. Et vous allez voir que toutes les informations que vous mettez dessus ou que vous collectez appartiennent à Google. C'est-à-dire toute information dans vos messages appartiennent à Google. Et Google en fait ce qu'ils veulent. Et ils le mettent à disposition de gigantesques industries, les GAFA, et qui les utilisent pour produire des algorithmes dans tous les domaines, et ils vont devenir de plus en plus importants. Donc, vous, à Keynes, vous êtes en train d'enrichir Google, et vous êtes en train de donner des informations à Google. James Nicolaï, le patron de Nodeus, oui. On va vous donner le micro parce que ça peut être intéressant. Est-ce que c'est en circuit fermé, votre application, ou est-ce qu'on passe forcément par... Mais même si c'est en circuit fermé, les données n'appartiennent pas à celui qui s'en sert. Oui, donc nous ne sommes pas précipités, car ça fait presque 3 ans, 4 ans, qu'on a passé le plus clair de notre temps avec les gens. Ensuite, en ce qui concerne la sauvegarde et le traitement des données, on a choisi donc, un serveur à Paris, OVH, qui est de classe 4 en termes de sécurité, et on s'assure que justement, ils n'aiment pas du tout les GAFA, ni Big Brother, ça reste en France, et demain, ça pourra être très bien hébergé par le CHU de Nice, qui ont une baie de serveur. Donc, on veut que l'information soit anonyme, on veut que les données ne soient pas divulguées à des tiers, on tient à ce que, même entre les capteurs, il y ait plusieurs niveaux de sécurité de clés. C'est simple, le dispositif Nodeus a été fabriqué par des jeunes ingénieurs de l'Université de Nice. À la base, ce sont des pirates, des crackers. Donc, on a embauché les meilleurs de l'Université de Nice. Ensuite, donc ça veut dire que... J'allais dire un mensonge, non. On va censurer. Non, vous coupez pas, je crois que c'est les piles plutôt. Non, voilà. Donc, l'éthique, la protection de la dignité, de la vie privée, c'est, en tout cas pour nous, c'est une priorité. Alors, qu'est-ce qu'en pense le philosophe? Vous arrivez à vous faire convaincre ou pas? Non, mais il est évident que il y a aujourd'hui un encadrement juridique qui permet effectivement de garantir un certain nombre de protections de la vie privée, etc. Mais d'une part, surtout en France, il n'y a plus de frontières aujourd'hui dans la mondialisation informatique, et l'Europe, qui essaie d'avoir des garde-fous juridiques, est de plus en plus en fait dépassée par les GAFA, et on le voit bien, même un gouvernement n'arrive plus à maîtriser les GAFA, il n'arrive même plus à taxer. Donc il faut faire attention, on a un adversaire beaucoup plus puissant
que nos systèmes de Gaulois européens qui essayent de nous protéger. Et je ne vous parle pas de la Chine, qui déjà a mis en place un système de surveillance généralisé de tous ses concitoyens, avec une publicisation assez effrayante pour nous. Donc, bravo, je prends acte, et je sais qu'il y a aujourd'hui un souci en France et en Europe de cela, mais attention, l'évolution est extrêmement rapide, et l'intelligence artificielle est aujourd'hui, à mon avis, un des outils les plus inouïs de risque de société totalitaire. Voilà. Et je ne suis pas le seul à le dire, la bibliographie augmente tous les jours de tous ceux qui s'inquiètent quand même de cela. Donc la santé n'a pas de prix, et elle n'a pas de conditions, parce qu'à un moment donné, on veut un résultat. On est dans une recherche d'un résultat à tout prix. Et je pense que c'est normal, parce que c'est notre vie qui est en jeu. Seulement, il y a un moment où il faut quand même connaître le prix de cela. Il y a un prix quand même. Et une mise en question des valeurs. Et donc, qu'est-ce que nous voulons garder comme valeur de liberté et de vérité? Moi, je prends l'exemple aussi de la médicalisation, parce que toute la technologie, c'est un peu ce que vous aviez dit tout à l'heure, elle vient renforcer finalement une certaine thérapie. Et donc, elle aboutit à une sorte de conformisme thérapeutique et de surmédicalisation de la pathologie. Donc, ce n'est pas du tout un outil de liberté, c'est un outil de renforcement d'une certaine épistémologie de la santé. Or, le mot-clé pour moi, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, il y a une éthique en écologie, c'est-à-dire l'ensemble de nos rapports avec la planète, avec la nature. Or, qu'est-ce qui est en question là? Il y a des questions liées à la pollution, au changement climatique, mais aussi à l'excès de technologie et au danger de tous les artifices auxquels on a eu recours pour produire justement une société de progrès. Mais moi je dis, du point de vue d'une philosophie de la vie, ayons une écologie de la santé. C'est-à-dire, essayons d'éliminer tout ce qui, d'une certaine manière, accroît des risques lointains, pas forcément immédiats, tout ce qui vient augmenter la pollution, tout ce qui vient créer des nuisances, et tout ce qui vient à travers les industries à la fois de transformation, mais aussi de l'information, limiter la nature des choses et la manière que nous avons eue de manière immémoriale d'habiter le monde. Donc une écologie de la santé est-elle compatible avec la technologie? Vous savez bien qu'il y a des réponses multiples. Vous avez ceux qui pensent qu'il y a un accord possible, ceux qui pensent qu'il faut renoncer au maximum au mirage et aux magies de la technologie. Donc moi, je n'ai pas une réponse, je pose des questions. C'est tout. Voilà, donc on n'aura pas votre réponse reste très ouverte. Si, ma réponse est ne fonçons pas et ne reposons pas, comme l'a dit le sociologue, sur la réponse est-ce que vous acceptez? Parce qu'on peut faire accepter tout à tout le monde. Bien, écoutez, merci pour ça, pour cette démonstration. Et s'il y a des questions, alors est-ce qu'il y a des questions philosophiques dans cette salle? Ah, très bien. Merci. Alors la question, je vais poser la question aux philosophes, peut-être aussi aux sociologues. Je pense à la notion du devoir de soigner. Là, on parle d'innovation technologique qui donc suivrait toute... Oui, ce serait du monitoring, ouais, plutôt pour... voilà, donc du coup, est-ce que c'est pas un risque vers lequel on tend? Bon, je ne sais pas si c'est vraiment le sujet là qu'on aborde, mais en tous les cas, la notion de devoir se soigner, ça m'évoque... la question se pose peut-être aussi, puisque si à partir du moment où le système médical va tout savoir de nous, on aura peut-être une injonction, il y a peut-être une injonction qui sera de se soigner, et donc si on ne se soigne pas correctement, eh bien, on ne sera pas remboursé. Est-ce que je suis hors sujet? Non, je pense pas. Non. Est-ce que on sera un jour obligé effectivement de se soigner, puisqu'on aura trouvé toute solution à tout et qu'on sera pénalisé d'une manière ou d'une autre si on ne prend pas un traitement qui est sûr de nous soigner parce que les machines l'auront décidé? C'est évident qu'il y a un double encadrement finalement de nos existences. Celui
par les institutions juridico-politiques et le nouvel encadrement technologique, technoscientifique. Et c'est vrai que aujourd'hui, la santé est contrôlée par la santé publique et par les institutions que chaque pays met en place pour garantir à ses citoyens d'être bien soignés et d'être bien portants, dont la sécurité sociale, etc., mais qui a de plus en plus envie de contrôler et de prévenir, d'anticiper et de normaliser. Elle ne se contente pas simplement de soigner. Et d'autre part, il y a effectivement cette nouvelle technologie qui, ayant, grâce aux algorithmes, un rôle normatif, vont de plus en plus aligner nos existences par les échanges informatiques sur leurs normes. Et donc là, ce ne sera plus un devoir moral, ce sera une nécessité vitale. Après, voilà, est-ce qu'on peut en vouloir de vouloir nous maintenir en vie coûte que coûte? C'est ça aussi peut-être la question philosophique qui se profile derrière. Oui, le sociologue a un mot à dire. Juste un complément à ce qui vient d'être dit. Il y a quelque chose d'effrayant à l'idée de ce devoir de se soigner, au sens où ça pourrait générer des nouvelles formes de ségrégation sociale et d'inégalité sociale. Surtout, effectivement, si on rajoute une injonction technologique, c'est-à-dire de rendre compte de la prise de médicaments, etc., ou de traitements ou de vaccins qu'on prendrait ou pas via des technologies, sachant que la technologie, elle n'est absolument pas neutre. Et il y a une inégalité d'accès aussi aux technologies. Donc les inégalités sociales qui existent en matière de santé pourraient être d'une certaine façon redoublées par une forme d'inégalité d'accès aux technologies. Voilà. Oui, alors d'abord ici, et puis ensuite, c'est Eric Balès qui veut s'exprimer. Non, c'est juste devant vous, pardon, excusez-moi. Oui, dans l'idée de la question précédente, ça me fait penser à une petite caricature qu'a diffusé le magazine Prescrire récemment. Donc une personne qui dit moi j'ai rien à cacher sur ce que je fais avec mon smartphone, où je me déplace, etc. J'ai rien à cacher. L'image suivante, il commande une pizza et à la dernière image, il reçoit un message sur son smartphone qui lui dit quota de pizza dépassé ce mois-ci, dernier avertissement avant augmentation de votre complémentaire maladie. Très bien, voilà, oui, effectivement. Là, on est dans Big Brother, version santé. Monsieur. Bonjour, David Darmon. Donc, je suis médecin généraliste, je suis directeur du Centre d'innovation pour le partenariat avec les patients et le public. Dans la dernière table ronde tout à l'heure. Voilà. Cette discussion-là est très intéressante, mais je pose des éléments peut-être qui seront repris soit d'un versant philosophique ou sociologique, mais nous sommes en France dans un système socialisé au niveau de la santé, au niveau du coût de santé. Je prends un exemple sur les apnées du sommeil. Il y a un appareillage que les médecins peuvent prescrire. Et jusque-là, il n'y avait pas du tout de notion autour de l'observance de ces dispositifs. Donc il faut savoir que c'est une rente, en tout cas pour les entreprises qui appareillent les patients. Et en termes d'observance, on était à des niveaux qui étaient très bas. Donc il y avait un coût pour le système social. À un moment donné, l'assurance maladie a décidé de mettre en place un système de surveillance pour voir si en fait les patients l'utilisaient. Et les entreprises étaient impactées si l'observance n'était pas au rendez-vous. Conséquence, les entreprises après revenaient vers les patients en disant si vous ne l'utilisez pas, ou vers les médecins, peut-être faites un effort pour ce patient-là pour essayer de le motiver. Donc on voit qu'il y a quand même une balance à avoir entre une responsabilité collective et une dépense collective et une attitude personnelle. J'entends, moi, tout ce qui est dit sur l'usage personnel, en tout cas, que ce soit des données ou que ce soit de ce qu'on fait de sa santé. Il y a une certaine liberté. Et on revient toujours en fait à ce débat-là, c'est qu'à un moment donné, il y a une histoire de ressources collectives qu'on met en commun. Et puis, il y a un usage personnel. Et de la même manière, le patron, c'est pas forcément une idée que je partage, mais le patron de Microsoft, il n'y a pas longtemps, a fait une sortie en disant que les données du RGPD, enfin les données des patients qui étaient bloqués en Europe, nuisaient en fait à l'innovation sur les traitements. Et il a chiffré ça à 100 000 morts
par an le fait qu'on ne puisse pas accéder aux données des patients en Europe. Donc c'est volontairement provocateur, mais il y a une vraie discussion en tout cas à avoir sur est-ce qu'on est prêt à garder notre liberté d'usage et de traitement par rapport au bien collectif. Qui répond? C'est une affirmation. Alors, il y a une réaction quand même de Corinne. Enfin, c'était sur un autre point qui était un peu une discussion générale. Je revenais aussi sur cette question de l'identité que disait Gérald Gaglio et tout ça. On peut... Avec le déploiement, qui est une bonne chose, enfin, le problème c'est que tout est bien. Enfin voilà, c'est à un moment donné un peu indécidable, d'où ces lieux de discussion qui sont importants. La mise en place des parcours, la mise en place de toute cette architecture qui évite, qui évite les ruptures et autres. Bon, voilà, on peut être que bien, mais effectivement, on rentre dans une norme, voilà, et une certaine manière à considérer le patient d'une certaine façon. En parallèle, parce que je suis un peu sur une étude, c'est quoi les métiers dans 2040, etc. Donc on regarde effectivement des faits émergents, des faits porteurs d'avenir, des faits, des signaux faibles et autres. On peut aussi penser qu'on va assister à une fragmentation croissante des modes de vie, des envies de vivre, etc. Où les directeurs ou autres qui travaillent au quotidien avec les patients et les résidents disent bon, le fait religieux arrive dans nos murs, le fait culturel arrive dans nos murs, les vieux migrants, donc du coup les migrants et les vieux migrants arrivent dans nos murs. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut leur imposer notre vision un peu occidentalisée, etc., d'une certaine médecine ou pas? Et voilà. Et est-ce qu'ils vont rester quand même dans ce système ou pas, avec d'autres façons de concevoir le soin, d'autres façons de se soigner, pas soigner, enfin dire, il ne faut pas dire soigner, mais s'accompagner, s'auto-accompagner, prendre attention de leur corps et autres. Et là, on est un petit peu sur ces... Voilà. Et dès lors, il y a bien une nécessité qui est souvent repérée, c'est de mettre des lieux armés en éthique, enfin voilà, tout un endroit de lieu où il y aura des discussions dans le dialogue avec le patient, et puis à des niveaux plus macro, etc. Voilà, il y a un besoin de ça. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On va s'arrêter là parce qu'il est déjà 15h15 et on devait s'arrêter il y a presque un quart d'heure. On va faire une petite pause. Merci en tout cas à vous de nous avoir éclairé sur ces sujets, sur l'acceptabilité de la technologie. C'était le thème de cette table ronde. On se retrouve dans un quart d'heure.